Mais je vous propose de passer aux questions. On a quand même pas mal de questions. Je vais peut-être pas avoir le temps de toutes les traiter, mais peut-être d'en traiter deux ou trois. Une question qui est toute simple et qui renvoie aux questions que les profs se posent. Comment privilégier le sens quand on doit privilégier les programmes? Quelqu'un veut répondre à ça? Ça sous-entend que les programmes sont tellement encyclopédiques, oui. Finalement, on n'a plus le temps de traiter le sens. Je ne pense pas que ce soit une grande découverte de dire ça. Je vais tenter, François, je vais tenter un élément de réponse. Alors, premièrement, je rappelle quand même que je suis d'accord, hein, l'implicite, c'est effectivement que les programmes sont sans doute considérés comme denses. Quel que soit d'ailleurs, je le dis là aussi sous le couvert du recteur Joutard, historiquement, à chaque fois qu'il y a eu des programmes ou des changements de programmes, on a tout le temps considéré qu'ils étaient extrêmement denses. Hein, je le dis au passage. Bon, bref. Mais première remarque, au-delà de cette notion de densité de programme, la question, c'est pas tant la densité de programme, dont il faut quand même observer qu'il ne faut pas confondre les programmes qui sont dans le bulletin officiel ou dans les instructions officielles et les programmes qui sont transcrits dans les manuels, tels que conçus par les uns et par les autres. Il y a parfois dans les manuels du surprogramme par rapport à la réalité que cela doit être. Deuxième remarque, quand je prends appui sur certains programmes que je connais un petit peu maintenant sur les lycées, ils sont conçus aujourd'hui de telle manière à ce que les enseignants fassent des choix à l'intérieur des programmes. Je veux prendre un exemple. Les enseignements scientifiques, par exemple, en première et en terminale, les 2 heures d'enseignement scientifique qui sont dans le tronc commun de première et de terminale, on a débattu d'ailleurs avec l'association des profs de sciences en particulier, y compris les collègues IG du secteur, pour considérer effectivement, là où les programmes étaient conçus autour de 4 thèmes, il était tout assez pertinent par rapport aux objectifs compétences et connaissances, pas forcément de faire les 4 thèmes, mais 3 thèmes choisis par les enseignants étaient objectivement suffisants. Donc, ma première remarque que je veux dire, François, c'est un essai de réponse, hein, je n'ai pas d'autres prétentions, c'est gardons-nous d'aller sur du surprogramme tel que parfois des manuels scolaires le traduisent, et 2, selon la nature des disciplines, la notion de programme n'est pas linéaire, mais elle permet quand même aux enseignants d'avoir une forme de liberté pédagogique quant au contenu de programme à enseigner. Première remarque. Deuxième remarque, mais là où il y a un lien étroit, me semble-t-il, entre sens et programme, c'est que le programme, finalement, c'est les savoirs et connaissances que doivent acquérir ou estimer comme tels acquérir par les élèves. Donc la question, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, il n'y a pas de sens sans savoir, évidemment. C'est essentiel qu'il y ait un programme de contenu au sens du savoir qui, par conséquent, doit être supporté par des méthodes pédagogiques. Je n'ai pas dit pédagogiste, hein, François, j'insiste, hein, méthodes pédagogiques qui permettent aux uns et aux autres, finalement, de supporter et d'acquérir ces savoirs. Et donc, la question revient, y compris à travers l'exemple que citait Anne-Marie, de la méthode d'enseignement, je préfère dire des méthodes d'enseignement adaptées à la nature et à la typologie des élèves qui supportent en quelque sorte les savoirs qui sont à faire acquérir. Je fais une troisième remarque et je refais le lien à ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, quand j'ai dit il n'y a pas de construction de savoir sans qu'il y ait méthode de démonstration et de découverte qui soit conjuguée et sans qu'il y ait mémorisation. Je n'oppose pas telle ou telle méthode, je dis simplement c'est une juste combinaison en fonction des situations d'apprentissage qui sont à proposer et en fonction de la typologie des élèves. Merci. Peut-être on passe à une autre question. Autre question, j'essaie de la dire fort. L'apprenant doit-il apprendre à donner du sens avec l'aide de l'enseignant? Oui. Quelqu'un veut répondre à ça? Alors peut-être un élément de réponse avec peut-être un éclairage un peu au-delà de la France. Je sais que ça avait été fait par André sur les problématiques d'évaluation et donc il avait essayé de comparer ce qui se déroulait souvent en France avec, on va dire, des exemples à l'étranger. Sur cette problématique-là, on pourrait se rapprocher de démarches pédagogiques d'enseignement explicite. Hein. Je parle notamment d'études et on va dire, de modélisations qui sont faites au
au Canada sur l'aspect guidage et accès au sens où finalement, on a une démarche d'enseignement qui part au moins au départ. Alors, je l'ouvre comme une perspective. Hein. Il est en aucun cas question de limiter la réflexion, mais un petit peu d'ouvrir les choses. Autour de 3 étapes, donc un modelage au départ qui peut prendre la forme d'ailleurs pour l'enseignant d'un guidage par la voix ou le geste, avec ensuite une pratique plus dirigée où on est sur de la confrontation avec l'enseignant, avec les autres élèves, et ensuite une phase de pratique autonome. Donc, quelque part, on aurait tout intérêt peut-être pour essayer de diversifier les approches pédagogiques, à tirer parti de ce genre de propositions qui passent au départ, il est vrai, par un guidage un petit peu plus fort de la part de l'enseignant, mais on va dire ce type d'approche ne vient pas de rien, c'est effectivement sûrement un objectif de guidage ou le fait de pouvoir outiller des élèves qui n'ont pas suffisamment au départ de stratégie de résolution. Donc on est vraiment davantage sur un guidage, sur un chemin d'activité qui suit une première phase de modelage. Et donc, quelque part, le sens est construit en compagnonnage avec l'enseignant, avec les autres élèves, mais peut-être a posteriori, au-delà d'une activité d'entrée, qui d'ailleurs souvent, hein, on parlait des activités d'approche, André en parlait tout à l'heure, elles sont d'ailleurs souvent, pour l'avoir constaté en visitant des étudiants stagiaires, elles sont souvent très chronophages et donc quelque part on perdrait du temps sur la suite, sur la mise en cohérence d'activités qui seraient positionnées après. Voilà. Merci. Une dernière question, parce que le temps tourne. L'excès est-il dans la multiplication des activités d'approche? Peut-être Anne-Marie Romulus? Oui, je pense que là, je peux m'exprimer, en tout cas, dans le domaine scientifique. Hein, moi, je reste persuadée que quand même l'effet discipline joue son rôle hein, dans ce débat qui nous réunit aujourd'hui. Donc, dans le domaine des sciences, j'aurais tendance à dire oui, la multiplicité des situations d'accroche nuit sans aucun doute, peut-être, hein, en tout cas à la gestion du temps hein, dans le déroulé d'un programme, ça c'est évident, la gestion de l'activité, dans la mesure où derrière une activité, bien entendu, hein, tout enseignant se pose la question de savoir quels sont les savoirs fondamentaux qui doivent être acquis par les élèves. Et quand je dis savoirs fondamentaux, j'englobe également les postures réflexives. Hein, donc, il s'agit bien sûr de connaissances, mais également de capacité à raisonner. Donc, quels sont les fondamentaux à acquérir? Et je pense que peut-être le fait de dérouler à l'envers la pelote, d'une certaine manière, fait que l'accroche, la mise en situation et qui donne du sens doit être mesurée, adaptée. Il faut de la modération dans me semble-t-il, hein, dans cette initiative. D'ailleurs, c'est une mode également qui a amené systématiquement, enfin ces dernières années, hein, depuis une bonne dizaine d'années, les enseignants de sciences à proposer d'emblée cette mise en situation avant de dérouler les concepts et les fondamentaux. On peut très bien imaginer que peut-être qu'il y a, selon évidemment la nature des fondamentaux à acquérir, le type de public également, peut-être un avantage à dérouler d'une manière, je dirais, assez académique, cadrée, des fondamentaux, puis de faire suivre ce genre de séquence d'activités, d'une activité de découverte plus ouverte, un document, un texte, des graphiques, etc. Bon, je déroule dans le sens, je m'interroge, hein, je réfléchis en m'exprimant. Donc, je vous fais part, voilà, de mes réflexions, hein, sans bon, mais en même temps, elles sont spontanées, en même temps le fruit d'une expérience d'observation de terrain,
en tant qu'inspecteur, bien sûr. Mais je me suis souvent demandé, finalement, voilà, pourquoi ne pas faire suivre un déroulé rassurant, j'allais dire, de fondamentaux d'une activité plus ouverte? Pourquoi se sent-on toujours obligé de commencer par une sorte de ce que nous considérons la mise en appétit par cette accroche? Et là, je pense qu'effectivement, la multiplication des accroches n'est pas favorable. Et pourquoi commence-t-on toujours par cette initiative de mise en situation? Parfois, et même très souvent, on a pu considérer que c'était très artificiel, sauf à des niveaux d'enseignement déjà assez avancés. Je pense notamment au post-bac, bien entendu. Là, la discussion n'a pas lieu d'être. Enfin, encore que. Mais voilà, pour faire simple, je crois que c'est d'abord, je répète le mot rassurant pour un certain public, d'être cadré, et puis ensuite, effectivement, d'approcher des situations plus complexes, plus ouvertes, mais en bout de chaîne. D'ailleurs, et ça rejoint tout à fait ce qui a été dit précédemment, c'est bien lorsque l'enfant a acquis un certain nombre de connaissances et donc se sent déjà un petit peu à l'aise avec quelques concepts, qu'il est à même d'apprécier la complexité du monde, en tout cas partiellement, bien entendu. Voilà, je pense qu'à vouloir trop bien faire, parfois, pardonnez-moi cette expression très populaire, on a mis la charrue avant les bœufs. Voilà. François, je peux... Très rapidement, parce qu'il y a l'autre conférence qui nous attend. Ben, je peux dire 2 mots. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par tous les participants, par Anne-Marie à l'instant. Ce que je veux dire, c'est que on réussit une sorte, on fait un exploit parce qu'on parle depuis un moment, et on va parler encore toute la journée, donner du sens, mais personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. J'avais fait une fois une conférence, je me souviens, donner du sens en mathématiques, il y a eu quelques années de cela, et j'avais réfléchi, j'avais interrogé, j'avais fait une enquête, etc. Et j'en étais arrivé à la conclusion. D'abord, j'avais fait beaucoup rire les participants, à partir de beaucoup d'exemples, que finalement, l'expression donner du sens n'a souvent pas de sens. On ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire donner du sens, il faut savoir d'abord que c'est subjectif, c'est-à-dire il n'y a aucune raison, ou alors c'est d'une prétention démesurée, aucune raison de penser qu'on va trouver un système, en admettant qu'on sache ce que ça veut dire donner du sens, mais qui va intéresser, disons, ça c'est plus concret, qui va intéresser tous les élèves. Chacun a ses centres d'intérêt, et donc c'est une utopie de s'imaginer qu'on va donner du sens à tout le monde. Et moi, ma conviction, c'est d'ailleurs l'objet de l'éditorial que vous avez pu regarder, qui est dans le programme, c'est que finalement, c'est très concret ce que je veux dire, quand un élève réussit, ben, tout laisse penser, là c'est un lien aussi avec l'évaluation par contrat de confiance, tout laisse penser qu'il sera motivé et qu'il trouvera du sens à ce qu'il fait, et que malheureusement c'est la réciproque qui est terrible. La réciproque est terrible, c'est-à-dire un élève qui ne réussit pas, même si vous lui présentez des activités de la manière la plus séduisante possible, avec plein d'activités d'approche, de trucs, etc., s'il est en échec, sauf exception rarissime, il ne trouvera pas de sens à ce qu'il fait, sauf peut-être quelques personnes un peu maso qui aiment faire des choses même s'ils sont en échec. Sous-entendu, ce sera l'objet de la seconde table ronde qui va suivre, c'est que ce serait déjà très, très concret d'être modeste et de se dire que si on arrive à faire réussir les élèves, c'est peut-être un moyen de donner du sens, que eux trouvent du sens à ce qu'ils font. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci André. Je présente mes excuses à tous ceux qui ont posé des questions qu'on n'a pas pu prendre, parce qu'on est quand même cadré par le temps. Et on va donner tout de suite la parole à la conférence suivante.
André? Oui, François, je veux préciser que justement, on s'est engagé, le comité d'organisation, que je remercie une fois de plus, il y aura une réponse à toutes les questions qui ont été posées. On a une trace. Parfait. Alors, ce sera sur notre site. On a l'adresse des participants à ce colloque. Donc, vous aurez les réponses. Ça va même alimenter une sorte de forum. Voilà, soyez rassurés. Je m'adresse à tous mes collègues qui sont là et qui n'ont pas eu de réponse. Merci, François. Merci à vous tous. Et puis, bon courage aux suivants.